Bonjour Madame Rouquet, j'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonsoir à toutes et à tous. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre. C'était le slogan d'EndoFrance, l'association de patients qui lutte contre l'endométriose, en 2016. Et c'est ce qu'il s'est passé. On parle aujourd'hui beaucoup de l'endométriose dans les médias. Il y avait urgence. Plus de 10% des femmes souffriraient des conséquences de cette maladie, règles douloureuses et infertilité. Il fallait que ces millions de femmes mettent un nom sur leur douleur et leur donner de l'espoir, parce que cette pathologie se soigne et qu'avoir un enfant n'est plus une utopie. Et pourtant, il n'est pas certain que ce soit une évidence, en particulier pour le corps médical, qui semble un peu parfois embêté, dirons-nous, devant cette maladie qui met du temps à livrer ses clés. Alors, sans parler de la récente polémique en plus sur les touchés vaginaux, dont on doit préciser les pratiques au XXIe siècle. Alors, je vous présente tout de suite nos invités de ce soir. Madame Yasmine Kando, présidente d'EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Julien Niraud, qui est chirurgien gynécologue à la clinique Hartmann à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et on va essayer de voir tout ce qui a changé depuis 5 ans et la dernière émission des JDF à ce sujet. C'est une pathologie... Alors d'abord, quand je dis qu'on en parle plus, vous trouvez sans doute qu'on n'en parle pas assez encore. Pas assez, mais beaucoup plus, heureusement. Ouais, beaucoup plus, hein, c'est la vrai que ça fait des sensibilisation. Elle est toujours mal diagnostiquée par les médecins. Vous, de l'association, vous avez ce sentiment-là ? Il y a encore effectivement beaucoup de femmes qui sont dans une errance médicale et on essaye de les orienter au mieux vers les spécialistes qui connaissent cette pathologie. Mais on espère que le délai de diagnostic va se réduire prochainement. On va y revenir parce que c'est étonnant aussi. Alors quel est l'âge moyen d'apparition de la maladie, Julien Niraud ? L'âge moyen, en fait, ça dépend quand est-ce qu'on va le dépister, puisque Yasmine le disait. En fait, le délai est long. Actuellement, quand on a fait des études entre les premiers symptômes et le diagnostic, on était à 7 ans, quand on a fait les recommandations au niveau national auquel j'ai participé. Maintenant, je pense et on espère qu'on va diminuer ce délai. Donc l'âge d'apparition de la maladie, c'est difficile de toute façon de déterminer aussi quand est-ce qu'on pose le diagnostic. C'est un diagnostic clinique, est-ce que c'est un diagnostic radiologique ou est-ce qu'il faut vraiment avoir opéré les gens pour l'avoir prouvé histologiquement? J'aimerais qu'on revienne sur justement le fait que les médecins oublient souvent le diagnostic, parce que c'est un diagnostic difficile ou... Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un diagnostic difficile. C'est un diagnostic qui est orienté sur des douleurs qui sont multimodales, c'est-à-dire qu'elles touchent la douleur des règles, mais d'autres symptômes qu'on pourra détailler après, et qui peuvent être croisés avec d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'endométriose qui donne ces symptômes-là. Et donc, des fois, ça peut être aussi difficile à diagnostiquer. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi un peu machiste ? Il n'y a pas mort d'homme, si j'ose dire, donc avec une vision peut-être un peu conservatrice de la santé de la femme ? C'est vrai qu'on a longtemps banalisé la douleur de la femme pendant les règles, notamment. Un peu comme si le vieil adage biblique « tu enfanteras dans la douleur » se transformait en « tu auras tes règles chaque mois dans la douleur » et c'est normal. Donc c'est vrai que ça contribue, je pense, au retard de diagnostic. Vous avez l'air surpris, Julien ? Ah non, je ne suis pas surpris. Non, je suis d'accord. Je rajouterais que oui, c'est partagé, cette vision-là, c'est partagé dans la société. C'est-à-dire, ce n'est pas que les hommes médecins qui se comportent comme ça, c'est aussi parfois les mères, mais les médecins femmes. Enfin, je veux dire, c'est sociétal, c'est pas que opposé hommes-femmes. C'est toujours honteux de parler de ces règles, de souffrir de cet endroit-là ? De moins en moins. Nous, on a toujours considéré chez EndoFrance que ça ne devait pas être tabou parce qu'il était temps de lever le voile justement sur cette maladie. Donc on parle de tous les problèmes et toutes les conséquences que cela peut avoir. Et les médecins généralistes, Julien, sont bien formés à ça ou pas ? Alors les médecins généralistes,
pour l'instant, ne sont pas tout à fait bien formés. Pourquoi ? Parce que dans le cursus médical, alors ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle des médecins généralistes de ma génération, plus jeunes ou même de la mienne. Écoutez, il y en a encore qui continuent à avoir des malades. On veut dire que moi, c'est une maladie dont on ne parlait pas pendant mes études. Donc, pas du tout. Oui, c'est ça. En fait, la question, c'est... Vous avez quel âge, Julien ? Moi, j'ai 43 ans. 43 ans, vous estimez que les médecins qui ont votre âge sont mal formés ? J'estime qu'ils peuvent être formés, mais qu'on en parlait très succinctement pendant ma formation d'externe, donc c'est-à-dire étudiant en médecine. On avait une idée de douleur, une idée de la forme des lésions qui ne correspond pas du tout à ce qu'on doit enseigner maintenant. Oui, et la prise en charge des dysménorrhées, en général, n'était pas très poussée. Non, c'était pas très poussé. C'est pas si compliqué que ça en plus. Après, on peut avoir un taux d'échec, c'est-à-dire que des fois, on n'y arrive pas très bien. Mais non, c'est pas si compliqué que ça de traiter les gens pour cette douleur-là. Et après, par contre, ça peut être plus compliqué de traiter les gens pour la maladie endométriosique globalement. C'est différent. Alors, il existe des recommandations officielles depuis 2017, donc théoriquement, tout le monde devrait être maintenant à niveau. On peut les consulter. Qu'est-ce que c'est que ces recommandations ? Complètement. C'est publié en accès libre sur Internet, sur le site de l'HAS, sur le site du Collège national des gynéco-obstétriciens français, c'est-à-dire CNGOF. C'est très facile. Après, la version intégrale, elle est plutôt balèze. Donc, c'est sûr que... Vous savez, ils savent lire, les médecins, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Non, mais ils ont l'habitude, on a lu dans nos études des vrais romans. Donc, si ça existe, aujourd'hui, il y a... Il faut les consulter. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui pour quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé par cette maladie de ne pas être au niveau. Oui, je pense qu'on peut se dire que s'il se pose les questions, on a bien en plus détaillé dans toutes ces recommandations chapitre par chapitre, et les premiers sont vraiment sur le diagnostic, l'épidémiologie, et puis après, plus ça va, plus on creuse. En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il y a des gens qui les lisent trop bien, ces recommandations, ce sont les radiologues, puisque vous dites qu'il y a un surdiagnostic chez les radiologues. Alors, j'ai pas tout à fait dit ça, c'est que... Effectivement, on a reproché pendant longtemps aux radiologues de passer à côté de la maladie. C'est pour ça qu'il y avait une errance diagnostique. Bon. Donc, du coup, les gens se sont intéressés, se sont formés. Et dans l'angoisse qu'on puisse leur reprocher parfois de passer à côté, effectivement, des fois, on m'adresse, ainsi qu'à mes collègues, des patientes qui présenteraient des lésions d'endométriose et qui ne sont pas si évidentes que ça. Là, il s'agit d'une minorité de cas. Et vraiment, la plupart du temps, hélas, on est encore un peu dans le sous-diagnostic. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attention, effectivement... Attention de pas qu'il y ait de sous-diagnostic. Vous avez donné un chiffre surréaliste tout à l'heure, 7 à 12 ans qui séparent les premiers signes du diagnostic. Ça serait, on peut baisser à combien ce chiffre ? Est-ce que... Parce que là-dedans, il y a à la fois les médecins qui n'ont pas fait de diagnostic et les femmes qui n'en parlent pas. On est d'accord. On est d'accord. Oui, c'est ça. Effectivement, maintenant, dire à combien on aimerait le baisser, on ne sait pas. Effectivement, on ne peut pas non plus... Toutes les maladies qui commencent par des douleurs de règles ne sont pas forcément liées à l'endométriose. Chez certaines femmes, ça va durer quelques cycles et puis après, ça va aller très bien. Donc, il ne faut pas non plus sur-diagnostiquer. Quel pourcentage de règles douloureuses qui sont des endométrioses ? On le sait ou pas ? Sur 100 femmes qui ont des règles douloureuses, combien il y en a qui ont une endométriose ? Tiens, c'est une colle. Ça, c'est une colle. C'est une colle. On a déjà très peu de chiffres en plus. Il y a peu d'études épidémiologiques. Donc, Par contre, à partir de quand on doit explorer des douleurs de règles, des dysménorrhées de manière un peu intensive ? Alors ça, je peux le développer si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des signes. En fait, pour revenir pour le délai diagnostique. Qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'il y a plusieurs maladies d'endométriose. C'est-à-dire qu'il y a les endométrioses, donc on va dire superficielles, qui sont à l'origine de douleurs, mais qu'on peut bien contrôler avec des traitements médicaux et qui ne menacent pas forcément les autres organes, la fertilité. En clair, ça veut dire que si vous faites une cœlioscopie chez ces femmes-là, vous n'allez rien voir ? Si. Ah bon, au contraire, la cœlioscopie voit quasiment toutes les lésions. Oui. Et c'est plus à l'IRM, par exemple, l'endométriose superficielle ne se voit pas, alors que l'IRM est un des examens les plus précis avec l'échographie endovaginale dans des mains expertes. Et donc, il y a les formes superficielles, mais après, il y a les formes profondes, l'endométriose profonde qui est les formes qui touchent les autres organes, à savoir les ligaments, le tube digestif, les voies urinaires. Tout le petit bassin, quoi.
tout le petit bassin et parfois même le diaphragme. Ouais. Parfois vous voyez quoi si vous mettez un tube de cystoscopie, c'est des lésions qui ressemblent à quoi? Alors, c'est des lésions tout à fait variables. C'est-à-dire qu'en fonction de la phase dans laquelle la maladie est, puisque c'est une maladie inflammatoire, ça commence par des lésions très rouges, puisque c'est de l'endomètre qui va saigner, qui crée une réaction inflammatoire. Donc, souvent, ça va être rouge. Et puis après, il y a le corps qui réagit. Et là, ça va être plutôt blanc et fibreux parce que le corps réagit en faisant de la cicatrisation et essaye d'entourer cette zone-là et accole les organes. Et puis après, une fois que c'est cicatrisé, c'est souvent bleuté. Et du coup, on explore des règles douloureuses à partir de quand? Alors, je pense qu'il faut les traiter tout de suite et il faut les explorer, c'est-à-dire avec des examens plus précis, type échographie endovaginale et IRM pelvienne, à partir du moment où on a des signes d'endométriose profonde, qui sont quoi les douleurs pendant les rapports sexuels, profondes, positionnelles, les douleurs à la défécation, surtout pendant les règles. Et ça, ce sont des signes forts d'endométriose profonde. On peut avoir d'autres signes, c'est-à-dire des douleurs à la miction, c'est-à-dire quand on urine, surtout renforcées pendant les règles. Si la femme oublie d'en parler, le médecin pose rarement ces questions-là. Il faut qu'il les pose. Mais pourtant, c'est pas compliqué. Mais il faut dire aussi à toutes les femmes qui nous écoutent, il ne faut pas avoir, pas avoir honte de poser s'il y a des douleurs dans les rapports. Parce que de là à penser à l'endométriose, vous voyez, c'est un cheminement qui n'est pas toujours fait. Et attention, donc, toutes les douleurs pendant les rapports ne sont pas de l'endométriose. C'est un faisceau d'arguments qui nous fait penser à l'endométriose. Elles peuvent toucher n'importe quelle femme? L'endométriose, où il y a un profil type? Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. Donc, pour les médecins qui nous regardent et pour les femmes qui nous regardent, ne pas hésiter du tout à pouvoir en parler. Absolument. Okay. Il n'y a pas de prédisposition familiale, génétique? Alors si, effectivement, il y a des prédispositions familiales et génétiques, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai déjà opéré des sœurs ou des choses comme ça, puisque on ne sait pas exactement comment ça marche encore, l'endométriose, puisqu'il y a plusieurs théories. On sait que vraisemblablement, il y a des femmes qui ne se débarrassent pas de l'endomètre qui est passé dans la cavité péritonéale, sous l'influence probablement des perturbateurs endocriniens qui est un large sac dans lequel on met beaucoup de choses, mais qui a modifié en fait l'organisme et qui fait que elle développe cette endométriose. Vous trouvez que le nombre de consultations augmente? Ou pour douleur, oui. Oui. Pour douleur, oui. Après, il faut absolument qu'on améliore le parcours de soins, et c'est ce qui a été fait depuis 4 ans avec des recommandations de l'HAS, où on doit faire des filières de soins avec un premier niveau qui est celui du niveau diagnostic, donc le dépistage qui se fait à l'école avec les infirmières scolaires, avec le médecin généraliste, avec tous les médecins, les soignants de premier rang. Après, avec les radiologues qui doivent être formés. Et puis après, il y a le deuxième... Vous nous détaillez, on va rester sur cette filière de soins, mais c'est parce que c'est en train de se mettre en place, ça existe. Enfin, peut-être qu'on insiste sur cette filière de soins. Oui, c'est un gros travail qu'on est en train de faire avec... alors, c'est l'ARS qui chapeaute un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'elle nous demande de nous organiser. C'est compliqué puisqu'il y a déjà des choses qui existent. L'endométriose, ça fait longtemps que nous, on connaît cette maladie, mais on avait monté des choses. Et là, maintenant, on essaye d'organiser, alors, des fois au niveau départemental, des fois au niveau régional en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, pour organiser le dépistage, la formation, le traitement. Yasmine, qu'est-ce que fait l'association là-dedans? Alors, l'association est vraiment partie prenante dans ce travail, puisqu'on a défini un certain nombre, enfin on a porté la voix des patientes pour exprimer leurs besoins, et on intervient. Il y a déjà des filières dans d'autres régions qui sont en place, notamment région Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, PACA c'est en cours de construction encore, Bretagne, et l'association intervient au sein des conseils d'administration de ces filières, qui sont des filières associatives de professionnels, pour continuer à porter la voix des patientes et travailler avec eux sur l'amélioration du parcours de soins. Et alors,
Parce qu'un des éléments pivots, et on l'a dit tout à l'heure, c'est le médecin généraliste, qui sera sans doute de premier recours, comme c'est son rôle. Est-ce que vous avez des actions dans ces filières-là auprès des médecins généralistes pour qu'ils puissent flécher les femmes dans les bonnes trajectoires? C'est l'objectif, en tout cas, attendu. Oui, c'est l'objectif. Ouais, la montée en compétences des professionnels de premier recours, c'est un des objectifs des filières de soins, en les formant, en les invitant à des sessions de formation spécifiques, à des staffs aussi pluridisciplinaires, pour qu'ils apprennent à reconnaître les signes. Parce que, est-ce qu'on peut dire que plus le diagnostic est précoce, plus les chances de régler le problème sont grandes? Bien sûr. Le problème de l'endométriose, c'est que ça se comporte malgré tout un petit peu comme une cellule tumorale, mais qui ne menace pas forcément le pronostic vital. Et donc, du coup, plus on va traiter tôt, que ce soit médicalement ou chirurgicalement cette maladie, plus la forme sera moins avancée, moins la forme sera avancée, et donc du coup plus facile à traiter théoriquement. La préservation de la qualité de vie est importante, et plus c'est diagnostiqué et pris en charge tôt, plus on préserve notre qualité de vie. Il y a une autre chose qui est importante vu l'âge, c'est l'hypofertilité. Alors est-ce que toute hypofertilité doit être explorée comme une endométriose? Parce que, vous voyez ma question? Est-ce qu'on peut être hypofertile lié à l'endométriose sans avoir de douleur? Oui. Malheureusement. Mais ça ne doit pas faire peur. C'est-à-dire, le message, c'est une maladie, effectivement, qui a beaucoup de formes. Mais dans l'infertilité, on doit l'explorer et il faut penser à l'endométriose. Pourquoi? Parce que chez 50% des patientes infertiles, on peut retrouver de l'endométriose. Mais lorsqu'on va retrouver cette endométriose, elle ne sera pas forcément, elle, responsable de l'infertilité. Et chez une patiente qu'on diagnostique pour une endométriose douloureuse, il va falloir s'inquiéter de la question de la fertilité. Vous voyez, c'est entremêlé, mais pas complètement fusionné. Donc la question de la douleur est centrale. Alors vous les caractérisez comment, ces douleurs? À quelle fréquence et quelle intensité? Est-ce que vous pouvez un peu les décrire? C'est assez simple. Il y a 5 D. Les 5 D, oui, je vais m'étonner que vous ne l'ayez pas encore sorti, les 5 D. J'ai pas eu le temps. Allez, alors, le 5D, la première, c'est la dysménorrhée, qui est la douleur pendant les règles. Cette douleur pendant les règles, elle doit être intense, surtout, et on définit qu'au-delà de 7, à partir de 7 sur 10, c'est suffisamment significatif pour se dire, là, c'est vraiment très intense, et il va falloir penser au reste. Question piège, pourcentage de femmes qui ont des dysménorrhées? Je crois que c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup, ça ne veut rien dire. 7 millions de femmes, j'ai vu autour de 7 millions de femmes. Voilà. Donc la dysménorrhée, c'est un symptôme extrêmement banal pour une femme. C'est l'intensité qui en... C'est l'intensité. C'est l'intensité, et ça va être les symptômes qui vont avec. C'est toujours la même chose, c'est que la douleur des règles ne suffit pas. Et donc le deuxième D qui nous paraît vraiment important, et qui est rentable en termes d'interrogatoire, c'est la dysparonie profonde, c'est-à-dire la douleur pendant les rapports sexuels, mais au niveau profond, c'est-à-dire au fond du vagin, qui va avoir tendance à déclencher une douleur un peu vive, pour laquelle soit la patiente arrête le rapport ou change de position. Il n'y a qu'une femme qui peut nous expliquer à quoi peut correspondre cette douleur. C'est que c'est une douleur... c'est une douleur très vive, effectivement, et puis une fois le rapport arrêté, c'est une douleur qui va durer dans le temps, qui va durer jusqu'à 24-48 heures, une barre dans le bas du ventre. Je suis un peu cru, qui entraîne une certaine frigidité. Frigidité, je dirais pas ça, mais en tout cas une appréhension d'avoir des rapports. Des troubles sexuels. Ensuite, troisième D. Troisième D, les douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire que ces patientes vont développer au fur et à mesure en fait, des douleurs inflammatoires qui ne sont pas forcément très spécifiques, mais c'est-à-dire elles ont mal au ventre, au petit bassin, au pelvis, comme nous on dit, et donc elles peuvent survenir lors de l'ovulation, ou ça dépend, ou après la digestion. Tout dépend de la forme. Mais en fait, est-ce que vous avez mal au ventre en dehors des règles également? Oui. Et ça veut dire qu'elle a un pelvis inflammatoire et qui va nous mettre sur la piste. Après, on en est au 4e D, c'est la douleur à défécation. Dyschésie, comme on dit. Alors, dyschésie, et effectivement. Et ce qui est très important quand on va les interroger, c'est est-ce que ces douleurs sont plus fortes pendant les règles? Parce qu'il y a un renforcement des symptômes pendant les règles qu'il faut rechercher, qui n'est pas forcément indispensable, mais qu'il faut rechercher. Et donc, on leur demande est-ce qu'elles ont des douleurs quand elles ont envie d'aller à la selle, et quand elles vont à la selle, le passage des selles douloureux également. Et le dernier, c'est la même chose, mais pour aller uriner.
la douleur. La dysurie. Voilà, la dysurie qui peut être dysurie, un effort à la poussée aussi, mais en tout cas une douleur donc lorsque la vessie est pleine ou qu'elles vont uriner et qui peut nous évoquer une lésion sur la vessie. Et pour les femmes asymptomatiques qui n'ont pas de douleur, c'est quoi le diagnostic? C'est l'hypofertilité qui généralement est la première alerte? Alors, effectivement, mais finalement, on va la découvrir par l'hypofertilité. Mais une patiente qui aurait de l'endométriose, qu'elle soit profonde ou pas, qui serait non douloureuse et qui n'aurait pas de problème de fertilité ou qui n'aurait pas de projet de grossesse, c'est une patiente qui nécessite juste d'être surveillée, en fait, pour vérifier que ça n'évolue pas et qu'on se retrouve avec une forme très, très importante et qui devienne symptomatique. Mais il faut quand même rassurer les gens. Ce n'est pas un cancer. Vous nous avez donné les 5D. D'ailleurs, chacun peut prendre un petit bout de papier puis essayer de se le refaire. Sinon, vous recommencez l'émission un peu plus tôt. Il ne faut pas en avoir plusieurs. Un seul D suffit quelque part. Un seul dé peut suffire à chercher. D'accord ? Mais c'est évident qu'il ne faut pas multiplier les examens et surtout mettre une anxiété à la patiente en disant « Ah, vous avez des règles douloureuses, vous avez peut-être de l'endométriose ». C'est-à-dire, est-ce que ces douleurs, on arrive à les soulager ou pas ? Est-ce qu'elles s'accompagnent d'autres symptômes ou pas, c'est-à-dire on va évaluer la répercussion. Il faut l'évoquer, mais il ne faut pas affoler les gens. Okay. Il y a un examen qui ne coûte pas très cher, qui est très populaire, qui fait pas mal, qui s'appelle l'échographie. Je suppose que c'est le premier que vous prescrivez. Oui, c'est l'examen qui est recommandé en première intention. On voit quoi? Alors, ça dépend qui l'a fait. Les examens, en fait, sont toujours très dépendants. Et c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'explorer de l'endométriose et qui fait cet examen plutôt couramment, on va voir très bien les kystes ovariens d'endométriose, puisque c'est une augmentation de volume, on voit une poche de liquide qui correspond à du sang, ça se voit très bien. Après, on peut voir des signes indirects, c'est-à-dire un utérus qui va être fléchi vers l'arrière, d'autres signes, mais des fois les trompes dilatées. Mais par contre, ça va être de l'affaire vraiment du spécialiste d'aller voir les nodules qui vont être entre le rectum et le vagin. C'est différent. Du coup, vous conseillez dans vos différentes approches, là où vous êtes chacun, d'aller rapidement voir un spécialiste? En tout cas, oui, de s'orienter vers quelqu'un qui saura voir une endométriose si elle est en place, effectivement. Et tous les gynécos de ville sont capables de le faire ou pas? Pas tous, malheureusement, encore. Alors, on parle déjà des généralistes qui, eux, ne savent pas le faire. C'est pas leur boulot. Alors, moi, je connais des médecins généralistes qui savent très bien le faire. Pas des échographies? Ah non, pas les échographies. Non. Je parle. Il y a un moment où on a bien compris qu'on doit passer la main à un spécialiste, parce que il suffit pas d'être un excellent généraliste, d'avoir une présomption d'endométriose. Il faut le savoir. Il n'y a pas de test biologique. C'est uniquement d'abord une échographie, puis après d'autres choses. Mais ça, c'est tout l'intérêt des réseaux et des filières de soins, c'est-à-dire que les médecins vont trouver les compétences autour d'eux et les fédérer dans ce réseau et orienter en fonction des examens les patientes. Donc, il y aura des gynécos plus référencés endométriose. On doit avoir. Mais par exemple, moi, dans mon réseau de soins, j'ai des médecins généralistes qui ont été formés par des diplômes de gynécologie, qui se sont formés à l'endométriose et qui font justement tout la première ligne de soins, c'est-à-dire soulager, éventuellement... D'accord, on va voir, ça c'est le traitement, mais le diagnostic, il faut le faire. Soit vous faites un traitement d'épreuve, bon, on peut imaginer que vous le faites, ça, mais sinon, il faut qu'il y ait un jour quelqu'un... Et après, il y a quelqu'un qui doit dire, écoutez, mon cher confrère, c'est une endométriose. Oui. Alors là, c'est IRM ou célioscopie après? Alors... Parce qu'on a l'échographie, on a des suspicions. Bon, est-ce que ça suffit pour après tout faire le traitement, ou est-ce que vous avez besoin d'une autre vérification? En fait, tout dépend de ce qu'on va attendre de l'examen. Est-ce que c'est un traitement de première ligne chez une jeune patiente qui a juste des symptômes et qui n'a pas forcément de menaces sur des organes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de suspicion de lésions sur le tube digestif, par exemple. Donc, globalement, c'est échographie,
puis après IRM pour aller faire également une cartographie des lésions profondes qu'on peut faire aussi avec une échographie faite par un expert. Donc les deux examens sont complémentaires mais peuvent aussi bien voir les lésions que les autres. Selon les études, on va trouver que l'échographie va être plus pointue sur telle lésion et puis l'IRM sera plus pointu. Pour un chirurgien comme moi, j'aime bien l'IRM parce que je peux la relire moi-même et je peux bien cartographier les lésions dans ma tête. Mais ça, c'est une problématique chirurgicale. Et après, non, éviter les célioscopies pour rien. Pourquoi ? Parce que la célioscopie, c'est très invasif, il faut faire une anesthésie générale, il y aura des cicatrices, et surtout maintenant, il faut voir quand même toutes les progressions des examens. Les radiologues sont mieux formés, les échographes ont bien progressé, les IRM sont devenues très précises, et donc maintenant, on doit pouvoir se passer de la célioscopie diagnostique. Yasmine, je suppose que vous avez fait une association pour deux raisons. Soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de cette maladie, ou soit vous-même vous en souffrez, je ne sais pas quel... Je souffre d'endométriose. Voilà. Célioscopie, c'est désagréable, alors, parce que les médecins disent toujours, oui, les médecins disent souvent, dans 3 semaines, vous êtes sur pied. Moi, à chaque fois, il me faut beaucoup plus que 3 semaines. Ouais. Mais ça, chacune réagit différemment. Vous insufflez de l'air, vous faites... Alors, on insuffle de l'air. Je ne suis pas sûr que ce soit le principal problème dans l'endométriose, c'est qu'on va dans un ventre qui est très inflammatoire. Donc ça veut dire que c'est comme quand vous vous êtes déjà cogné, si vous voulez, quand vous appuyez dessus, ça fait mal. Et bien là, vous allez dans un ventre qui est inflammatoire et donc du coup, quand vous allez créer un traumatisme... Il faut prévenir les femmes que ce n'est pas un examen anodin. C'est pour ça que la célioscopie à visée diagnostique n'a plus de place aujourd'hui. Ça n'a plus de place. Normalement, on le fait uniquement quand on a un geste curatif à faire. Voilà, pas un geste curatif, mais on peut faire encore des célioscopies diagnostiques si on se dit, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de corrélation entre mon interrogatoire, les images, etc. Il va falloir aller voir pour faire ou éliminer autre chose, parce qu'on a le droit aussi d'avoir de l'endométriose et une autre pathologie. Donc on a bien compris que tout se passe dans une espèce de nuage anti-inflammatoire. Donc je suppose que les anti-inflammatoires sont le premier réflexe. Antalgique ou anti-inflammatoire ? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un médicament qui va nous permettre de traiter les douleurs. C'est une association de choses. Oui, mais d'abord, on commence par quoi ? Alors, pendant les règles, sur les règles douloureuses, ce qui marche très bien, effectivement, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord. Et ça marche très bien pendant les règles. Tous ou il y en a quelques-uns qui sont plus spécifiques ? Alors, il y en a certains qui sont plus spécifiques, mais globalement, on peut mettre un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant les règles, enfin pour la douleur de règles, ça marchera bien. Plutôt dans des dosages un peu forts ? C'est quoi ? C'est du kétoprophène Il y a du kétoprophène, mais il y a d'autres molécules qui existent. Et pas de corticoïdes ? Et pas de corticoïdes, non, on n'en a pas forcément besoin. Pourquoi ? Parce que les corticoïdes, c'est souvent des traitements au long cours et qui ne sont pas forcément utiles dans l'endométriose, puisque la douleur que l'on va avoir, surtout pendant les règles, elle va être très intense. Sur les premiers jours, et c'est là où les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont une rapide... Et pas les antalgiques purs, vous n'en prescrivez pas ? Et si, bien sûr. Et donc, en plus, on rajoute toujours, déjà rien que pour couvrir la journée, on peut alterner avec soit du paracétamol, qui est l'antalgique numéro 1, mais souvent ça ne suffit pas. Et donc on va mettre après d'autres molécules qu'on appelle de niveau 2, mais voire des fois carrément de niveau 3, avec des morphiniques, etc. D'accord. Est-ce qu'on arrive rapidement à l'hormonothérapie ? On parlait tout à l'heure de traitement d'épreuves. J'imagine que dans la palette thérapeutique, c'est une solution rapide, l'hormonothérapie ? Alors, c'est une solution... Sur l'endométriose Alors, c'est une solution rapide, et puis il faut bien comprendre une chose et une réalité, et que l'on a du mal à expliquer maintenant aux patientes, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des hormones, mais une défiance sociétale. C'est que l'endométriose est hormonodépendante. Donc on aura le tourné dans tous les sens, c'est-à-dire que le tissu endométrial, il répond à la stimulation hormonale, et donc quand on le stimule, il grossit, et puis après, il saigne. Et donc du coup, le traitement hormonal qui réside en première intention le plus souvent en une pilule contraceptive, on n'est pas du tout sur une hormonothérapie de cancer, on est vraiment sur une pilule de contraception.
Et donc, du coup, le but, ça va être de laisser cet endomètre le plus fin possible, puisqu'il correspond aux lésions d'endométriose. Donc, vous avez dit, on a toute une palette de contraceptifs hormonaux. Vous y allez comment Alors, il y a des recommandations qui ont été faites. À chaque fois, le traitement doit s'adapter au moment de vie de la patiente. C'est évident que si on voit les patientes tôt, c'est-à-dire une adolescente ou post-adolescente, on va tout de suite commencer plutôt par un traitement hormonal combiné, œstroprogestatif, ou éventuellement microprogestatif, c'est-à-dire des pilules que l'on réserve à la contraception. Évidemment, il faut le réévaluer, ce traitement. Parce que des fois, il ne suffit pas, ou alors il est mal toléré. Et donc, il faut savoir adapter en fonction des symptômes. L'idéal, c'est de faire une espèce de ménopause artificielle, alors ? Alors, il faut se méfier de ce terme, parce que dans ménopause artificielle, en fait, on entend tous les effets néfastes de la ménopause que l'on peut retrouver, effectivement, avec des traitements très forts, type les analogues de la LHRH. Alors là, on rentre dans le technique, mais où là, on bloque l'axe entre le cerveau et les ovaires, et qu'il n'y a plus du tout de sécrétion, et là, on a des bouffées de chaleur, on peut avoir une augmentation de poids. Donc ça, c'est pas le traitement de première intention. Ça, ce sont des traitements que l'on fait dans les formes très avancées, où on veut vraiment stopper, mais dans le but de faire quelque chose derrière. Ma question qui va avec ça, est-ce qu'après la ménopause, il n'y a plus d'endométriose ? Non. Non, il existe, si je ne me trompe pas, 3 à 5% de cas de récidive d'endométriose après la ménopause. Mais dans 97%, c'est la délivrance, quand même. Dans 97%. D'accord. Bon. Et puis parce que la ménopause, ça ne s'arrête pas d'un coup, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les règles s'arrêtent, mais il y a encore une sécrétion hormonale qui fait que l'endomètre, il va avoir tendance encore à s'épaissir. Et alors, quand est-ce que vient le temps de la chirurgie ? Puisque déjà, on est dans les traitements lourds de ménopause provoqués, comme on vient de l'évoquer. Quelle est la place de la chirurgie dans cette maladie-là ? Alors, je reviens sur ce qu'on vient de dire, donc du coup, parce que vous ne m'avez pas bien compris, on ne fait pas forcément de ménopause provoquée. On a compris. C'est qu'on a évoqué, on monte dans la puissance évidemment. thérapeutique, si j'ose dire. Voilà, dans la puissance thérapeutique. Mais après, la chirurgie, elle peut venir à différents moments en fonction des objectifs. C'est-à-dire qu'une jeune patiente qui a des symptômes vraiment très handicapants sur ses rapports sexuels et qui a un désir de grossesse, soit il n'y a aucune cause d'infertilité associée autre, et qu'on se dit, si elle a des rapports sexuels sans douleur, elle pourra tomber enceinte spontanément, c'est une excellente indication. Parce que ce qui interdit l'infertilité vient de la douleur des rapports, pas du fait qu'il y ait une endométriose de l'utérus ou de... Non, l'infertilité dans l'endométriose, elle peut être multimodale. D'une part, c'est sûr que si on n'a plus de rapport parce qu'on a trop mal, là, on comprend vite les choses. Mais après, il peut y avoir des occlusions tubaires, c'est-à-dire que les trompes qui font communiquer l'utérus et l'ovaire et qui font rencontrer le spermatozoïde avec l'ovocyte sont bouchées et ça ne marche plus. Il peut y avoir aussi des formes d'endométriose ovarienne qui altèrent la capacité d'ovulation de la patiente. Il y a plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser, et c'est pour ça qu'on fait des réunions pluridisciplinaires sur les formes graves. Puisque, comme en cancérologie. Exactement. Pour déterminer, en fait, non pas un traitement, mais une stratégie. C'est-à-dire par quoi on commence, combien de temps on se donne, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas. Alors, comme en cancérologie, excusez-moi. Non, mais j'allais poser une question très indiscrète à Yasmine, mais allez-y, j'ai le temps. Comme en cancérologie, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a de la perte de chance ? Perte de chance ? Ce qui est... Ah oui, plus on va tarder à diagnostiquer, plus ça aura un impact délétère sur la qualité de vie, sur la fertilité pour celles qui ont un souhait d'avoir des enfants. Est-ce qu'il y a des coins de France où il y a moins de chances d'être bien pris en charge ? Le Berry. Par exemple, oui, effectivement, il y a des patientes qui sont obligées de faire plusieurs centaines de kilomètres pour voir un spécialiste. Oui, mais est-ce que la Covid a correspondu effectivement à une perte de chance supplémentaire ? Oui, surtout sur celles qui avaient besoin d'une chirurgie et celles qui étaient en parcours PMA notamment. Ouais. Là, ça a créé vraiment... La question très indiscrète que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez des enfants ? Oui, malgré mon endométriose profonde et très sévère. Et ça a été un parcours du combattant
avec beaucoup d'interventions chirurgicales? 9 chirurgies. 9 interventions chirurgicales. Oui. Mais parce que à l'époque, moi je suis très vieille, à l'époque, je n'ai pas bénéficié d'une prise en charge adaptée. Dès qu'on me voyait un kyste aux ovaires, on l'opérait sans aller chercher un nodule ailleurs. Ça, j'espère que de nos jours, ça ne se fait plus. Et est-ce que la procuration assistée, c'est quelque chose qui se conçoit? Est-ce que les FIV se font en cas d'endométriose? Oui. Sûr, oui. C'est des solutions. C'est une solution, effectivement. Une solution largement utilisée, de toute façon. Bon, donc ça veut dire qu'il y a un taux de récidive important? Oui, dans certains cas, malheureusement, oui. Je crois qu'il y a un tiers des endométrioses qui vont se stabiliser très vite, voire régresser, et même sans traitement. Et puis 2 tiers où l'endométriose va être évolutive. Exactement. En fait, on a du mal à voir s'il y a véritablement récidive, s'il y a évolution, une nouvelle forme. Voilà, une nouvelle forme. Des fois, il y a des patientes qui sont opérées, mais pas complètement. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de récidive, puisqu'on sait qu'on en a laissé. Donc, c'est sûr que ça va évoluer. Donc, il faut faire très attention à ces chiffres-là. Les patientes sont très anxieuses quand elles me disent « oui, mais ça récidive souvent, j'ai lu dans la presse, etc. » Ça dépend de quoi on parle et pas forcément de la manière dont on croit. On peut avoir des fois, par contre, des douleurs chroniques qui persistent alors qu'il n'y a plus d'endométriose parce que le mécanisme de la douleur est compliqué. Ça, c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire que même quand on a réglé la cause, parfois avec une chirurgie, avec des traitements, et que l'endométriose n'est plus évolutive, il reste quand même une douleur chronique. Et ça, les soins de support, dans ces cas-là, sont vraiment des outils complémentaires que l'on conseille. Qu'est-ce que vous appelez les soins de support? Alors, par exemple, psychologue, un psy? Un psy, ostéopathie, kinésithérapie, acupuncture, yoga, sophrologie. Parce que c'est une maladie qui fait peur, elle est effrayante. Vous savez ça, j'ai souvent des jeunes femmes qui sont en âge de procréer, qui travaillent, dont la qualité de vie va être considérablement, en tout cas dans l'imaginaire collectif, peut être considérablement dégradée. L'accompagnement psychologique, on a reparlé de retard au diagnostic, on a parlé de médecins ou de filières qui sont en train de naître. L'accompagnement psychologique, il existe ou il est souhaitable? Où est-ce qu'on en est là-dessus? Parce que c'est pas 7 millions de femmes qui ont des dysménorrhées. On peut se poser la question de la pertinence et de l'intérêt de le faire. Tout à fait. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit vraiment à toutes les personnes atteintes d'endométriose, c'est l'accompagnement à un moment ou à un autre, il est nécessaire pour poser cette douleur qui revient. C'est pas à la famille de la gérer. Pour poser les chirurgies multiples et complexes, les hystérectomies, il y a un vrai deuil à faire d'un organe important. Donc l'accompagnement psychologique a un intérêt. Je ne voudrais pas qu'on oublie de terminer par un sujet qui est dans l'actualité. Il nous reste 4 minutes. On a vu qu'il y avait eu une plainte pour un gynécologue spécialisé dans l'endométriose sur sa façon dont il faisait les touchés vaginaux. Qu'est-ce qu'on peut dire au XXIe siècle sur un examen qui date peut-être des 2 siècles précédents? D'abord, est-ce qu'il est indispensable? Alors, je pense que il n'y a aucun examen qui est indispensable. C'est un examen important dont il faut déjà expliquer pourquoi on le fait, puisque le toucher vaginal, c'est l'exploration des tissus vaginaux et des tissus qui sont en regard du vagin. Et donc, on peut, rien qu'en faisant un toucher vaginal, diagnostiquer un kyste, diagnostiquer une endométriose profonde. On peut évaluer la manière dont l'utérus va pouvoir bouger dans le pelvis, voir s'il est souple ou pas. Donc c'est vraiment un examen important. On va pouvoir aussi diagnostiquer un petit peu le diamètre des lésions avant toute échographie ou toute IRM. Il faut être expérimenté pour faire ça. Alors, il faut être expérimenté pour analyser la taille des lésions, etc. Oui, parce que... mais par contre, il ne faut pas être expérimenté pour examiner quelqu'un et voir que le cul-de-sac est dur et qui fait mal. Et une fois qu'on a juste fait ce diagnostic-là, on se dit « Ah là, c'est très, très probablement de l'endométriose ». Ça peut être un examen simple et court. Et on l'apprend comment cet examen? On l'apprend sur des mannequins, on l'apprend par des outils de simulation maintenant, ou on l'apprend toujours en situation réelle? Sur des femmes endormies dans des blocs, comme on l'a vu. Alors, il y a... je pense qu'il ne faut pas être hypocrite sur la nécessité de formation des médecins. Puisque sinon, si on ne forme personne et donc examiner les patientes, ça fait partie de la compétence d'un médecin. Je pense qu'il faut vraiment en parler.
Et moi qui enseignais longtemps, je peux vous dire que c'est pas compliqué d'enseigner au lit du patient à partir du moment où vous communiquez avec la patiente et vous lui expliquez, voilà, je vous présente Martin ou Martine qui est l'interne, j'ai vu que vous aviez des lésions, est-ce que vous acceptez ou pas qu'il ou elle vous examine pour voir cet examen sur une patiente qui va être très douloureuse. Yasmine, il n'y a pas d'intérêt à faire examiner et à faire souffrir quelqu'un. C'est pas le but. Il y aura d'autres occasions. Mais c'est important de l'enseigner. Yasmine, dans votre parcours, le consentement, il a été fréquemment, souvent recherché ou pas? Oui, quand même. Quand même, je dois le dire. Et je pense qu'il est important, et toute cette histoire, en fait, ça vient aussi peut-être mettre l'accent, la lumière sur la relation patient-médecin. C'est fini aujourd'hui le médecin qui sait tout et qui n'écoute pas sa patiente. Ça doit être fait dans la bienveillance, bien évidemment, dans le consentement, mais effectivement dans l'explication. J'espère que tout le monde vous écoute. Et alors, tout simplement résoudre le problème en disant je ne fais faire cet examen qu'à des femmes. Par des femmes. Ça, c'est compliqué aussi parce qu'on se rend compte que des femmes spécialistes de l'endométriose, on en a moins que des hommes. Alors actuellement, mais il y en aura puisque la population médicale féminine est largement majoritaire. Non, c'est la question de qu'est-ce qu'est un médecin. Je pense que c'est important de se dire. Oui, mais là, il y a la connotation dont on n'a pas dit le mot sexuel dans le fait de faire un toucher vaginal. Vous dites quoi, ça ? Alors, je dis que c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'examen et qu'on ne doit pas se poser la question si l'urologue est un homme ou une femme pour dépister le cancer de la prostate en faisant un toucher rectal. C'est exactement la même chose. On parlerait de ça, on serait au bord du sexisme. Et donc, du coup, là, je pense que c'est très important de dire ça fait partie de l'examen médical. On n'est pas obligé de le faire, c'est recommandé. Des fois, j'ai des patientes qui sont très douloureuses, on ne le fait pas à la première consultation, on attend qu'elle aille mieux et on le fait secondairement. Bon, je voulais vous interroger, c'est trop tard, l'émission est en train de se terminer, sur les conseils pratiques à donner à nos confrères médecins. On refera une émission. Yasmine, vous attendiez à cet aspect de la lutte contre l'endométriose sur les problèmes posés par le toucher vaginal? Ça vous a surpris? Oui, c'est vrai, parce que effectivement, c'est quelque chose d'important dans le parcours de soins. Mais voilà, moi j'insiste sur la bienveillance, le consentement. Bien sûr, la patiente a le droit de refuser, mais c'est un examen important, certes, mais il faut toujours qu'il soit fait dans la bienveillance et dans le respect. Très vite, 2 mots sur votre superbe association Endo-France. Eh bien, écoutez, nos missions principales, soutenir, informer, agir, soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, c'est informer le grand public sur la maladie, agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour favoriser le parcours de soins et limiter ce retard de diagnostic. Julien, il faut insister, que nos confrères insistent pour que les patientes s'intéressent à cette association, c'est important. Oui, parce qu'ils ont mis en place plein de choses. C'est bien fait, c'est rigoureux, il y a de l'info, juste ce qu'il faut. Il faut rassurer les patientes. Bon, vous allez conclure. Votre conclusion, c'est rassurer en fait? Oui, c'est rassurer parce que ça reste quand même une maladie qu'on commence à bien connaître, qu'on l'enseigne de plus en plus, qu'il y a des solutions, qu'il y a des parcours de soins. On peut trouver des référents facilement, justement, en s'adressant à Endo-France et qu'on arrive à la traiter. Alors, endofrance.org, c'est l'adresse de votre association. Pour conclure, Yasmine, je pense qu'on va trouver sur ce site la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui va être annoncée. Qui est encore en cours, effectivement. Ouais. On attend l'annonce d'ici quelques semaines, on l'espère. Ah, quelques semaines? Oui. Ouais, c'est bien en France, quelques semaines, généralement. C'est de longues semaines. Oui, c'est de longues semaines, oui. Bah, écoutez, merci à tous deux d'avoir participé à cette émission. Et merci de nous avoir suivis. S'il fallait retenir un message important de cette émission, Nicolas, vous diriez quoi? Que déjà, devant toute douleur gynécologique, pouvoir se faire examiner et en parler à son médecin. Et je crois que ça, c'est important. On l'a dit en début d'émission. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est sans doute l'endométriose et pas mal d'aspects de la santé des femmes qui sont sans doute sous-évalués aujourd'hui. 7 millions de dysménorrhées, c'est énorme, comme on le disait. Et l'endométriose en est un des exemples. C'est la conséquence d'une médecine trop machiste, mon cher Nicolas. Qui évolue en tout cas. Mais heureusement, on sait que maintenant, beaucoup de femmes vont devenir
devenir médecin, ça va peut-être un peu changer. Pour ouvrir le dialogue, ou suggérer ou commenter cette émission, je vous rappelle notre adresse mail. J'oublie maintenant de vous la donner depuis un certain temps, mais jdflemoine@gmail.com. Le nombre de mails augmente de façon importante, mais pour le moment, ça va, on gère. N'oubliez pas aussi tous les replays sur nos sites et sur notre chaîne YouTube, Fréquence Médicale, qui a bientôt 50 000 abonnés, ce qui est énorme et qui est sans doute la première chaîne médicale en Europe. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.